On approche enfin la fin d'une saga de plusieurs années. Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se sont mis d'accord sur le rachat de l'application TikTok aux États-Unis. Après des mois d'incertitude, les détails commencent enfin à être dévoilés. Mais alors, que contiendrait cet accord et qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement pour TikTok? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Je prends le relais avec l'équipe aujourd'hui. On est parti pour un résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Avant toute chose, remettons du contexte dans tout ça. Ça fait plusieurs années que les responsables et législateurs américains accusent ByteDance, la maison mère de TikTok, d'être liée au gouvernement chinois. Les autorités américaines estiment plus largement que TikTok représente une menace pour leur sécurité nationale. Selon elles, il y aurait notamment un risque que TikTok espionne des élus américains ou des personnes importantes au profit du gouvernement chinois. Une crainte d'une fuite de données massive de la population américaine vers la Chine est aussi régulièrement évoquée, puisque TikTok chiffre à 170 millions le nombre d'Américains qui utiliseraient l'application. Alors TikTok et ByteDance démentent fermement ces accusations, mais il faut savoir que ça a tout de même conduit d'autres pays du monde, comme l'Inde par exemple, à totalement interdire TikTok sur leur territoire. Pour pallier ces inquiétudes, en avril 2024, le Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement en France, a adopté un projet de loi signé à l'époque par le président américain Joe Biden, donnant à ByteDance un délai de 9 mois pour trouver un acheteur approuvé par les États-Unis sous peine de blocage sur le territoire américain. Le risque, c'était donc que les Américains ne puissent plus du tout utiliser TikTok lorsqu'ils se trouvaient aux États-Unis. À noter que ça n'est pas la première tentative. Sous le précédent mandat de Donald Trump entre 2017 et 2021, des mesures similaires avaient déjà échoué. Mais pendant sa campagne présidentielle en 2024, Donald Trump, qui était à l'époque candidat, a plusieurs fois affirmé qu'il comptait sauver TikTok. Et depuis le début de son second mandat en janvier 2025, il a de nombreuses fois retardé les délais de vente de l'application imposés par Joe Biden pour laisser du temps aux négociations. Et donc on arrive finalement à vendredi dernier, le 19 septembre, après un appel entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, un accord de principe a été salué par les deux parties, du moins côté américain. La Chine, elle, reste plus ambiguë, mais laisse entendre que le scénario d'une cession sous condition est désormais sur la table. Mais alors, que contient cet accord? Alors attention, il n'est pas encore définitif et il pourrait être amené à évoluer, mais en tout cas, plusieurs points semblent avoir été validés par les deux parties. Il y a notamment la question de l'algorithme de TikTok, donc la technologie basée sur l'IA qui détermine les vidéos que les utilisateurs voient dans leur flux. Pour proposer un tel système, ciblé et personnalisé en fonction des utilisateurs, TikTok doit donc collecter et analyser en quantité les données des utilisateurs. Sur ce point, et pour éviter une trop grande collecte de données par la Chine, il est prévu qu'une version américaine de TikTok indépendante de la maison mère de ByteDance soit créée. Cette nouvelle filiale américaine devrait alors louer temporairement une copie de l'algorithme actuel de TikTok, puis devrait à terme reprogrammer elle-même son propre algorithme, indépendamment de ByteDance, pour garantir un contrôle total par des acteurs américains. Alors on ne connaît pas encore parfaitement les détails, mais TikTok devrait tout de même garder la propriété intellectuelle de son algorithme. Ça signifie que l'application ne devrait céder qu'une licence de son programme aux États-Unis, peut-être un peu moins poussée que l'original, mais qui serait donc entièrement gérée et modifiable par le pays sans que la Chine puisse y toucher. Ça devrait ainsi permettre aux États-Unis d'empêcher qu'un acteur chinois puisse collecter massivement des données américaines et potentiellement influencer l'opinion publique en trafiquant l'algorithme pour mettre en avant certains contenus. Mais justement, sur ce point, certains analystes, ONG et médias comme le Wall Street Journal évoquent le fait que les potentiels acheteurs américains de TikTok ont des liens avec Donald Trump ou des réseaux conservateurs, ce qui alimente les craintes d'une mainmise idéologique potentielle sur l'algorithme. Alors même si ces inquiétudes restent pour le moment des suppositions, les noms des investisseurs américains sont eux bien connus. L'accord actuel donnerait 80% des parts à des investisseurs américains, dont 50% aux entreprises Oracle, Silver Lake et Andreessen Horowitz. Oracle, qui est une société américaine spécialisée dans le cloud et qui a été cofondée par Larry Ellison, sera chargé d'héberger, de contrôler et de surveiller les données de cette version américaine de TikTok. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, le gouvernement aurait aussi négocié la création d'un conseil d'administration indépendant de TikTok, au sein duquel 6 des 7 sièges seraient occupés par des Américains et le dernier restant serait choisi par ByteDance. Un haut responsable de la Maison-Blanche a par ailleurs affirmé que Donald Trump devrait prendre au plus tard cette semaine un décret établissant que les termes de l'accord passé avec ByteDance satisfont les impératifs de sécurité nationale et qu'il donnerait une nouvelle fenêtre de 120 jours pour finaliser les contours de l'accord. De son côté, Xi Jinping est beaucoup plus discret au sujet de l'avancée de l'accord, mais il a déclaré ce samedi, je cite, que le gouvernement chinois respecte les vœux de ByteDance et est satisfait de voir les entreprises conduire des négociations commerciales fondées sur les règles du marché pour parvenir à une solution qui respecte la loi et les règles chinoises en équilibrant l'intérêt des deux parties. Il faut noter que pour la Chine, TikTok est
est aussi un formidable levier de négociation, ce qui lui permettrait d'obtenir des concessions des États-Unis dans d'autres secteurs, comme les semi-conducteurs ou encore la levée de restrictions. En tout cas, le montant final de cet accord n'a pas encore été dévoilé, mais il pourrait aller jusqu'à des centaines de milliards de dollars. Selon le média The Wall Street Journal, le gouvernement américain pourrait également toucher une importante commission de plusieurs milliards de dollars pour avoir négocié et encadré la vente. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus, et je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Le président des États-Unis, Donald Trump, a surpris ce mardi en affirmant sur son réseau Truth Social que l'Ukraine pourrait, je cite, regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin face à la Russie. En gros, selon lui, l'Ukraine serait capable de gagner la guerre contre la Russie. Cette déclaration intervient alors que Donald Trump a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce mardi en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. A noter que les deux présidents s'étaient rencontrés en février dernier. Donald Trump avait plutôt dit l'inverse. Il avait conseillé à Volodymyr Zelensky d'envisager de céder des territoires à la Russie pour mettre fin à la guerre. Alors face à ce revirement de Donald Trump, Volodymyr Zelensky a remercié le président, parlant même d'un grand tournant. Il a également salué sa détermination à aider à mettre fin à cette guerre. Côté Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré ce mercredi que selon la Russie, il est faux de penser que l'Ukraine pourrait reprendre des territoires. Il a également affirmé que la Russie n'a pas d'autres alternatives que de poursuivre la guerre en Ukraine. Deuxième actu, au moins 40 Palestiniens ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans des bombardements israéliens sur la bande de Gaza selon la défense civile de Gaza. D'après cet organisme de premier secours qui opère sous l'autorité du Hamas, 22 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne sur un entrepôt où s'étaient réfugiées des dizaines de personnes dans l'est de la ville de Gaza. Parmi eux se trouvaient 9 enfants. L'armée israélienne n'a pour le moment pas réagi à ces frappes. La semaine dernière, Israël a annoncé le lancement d'une opération terrestre majeure sur Gazaville, la plus grande ville du territoire. Selon l'armée israélienne, 480 000 personnes ont fui Gaza ces dernières semaines, avec un pic depuis le début de cette offensive. Depuis 2023, plus de 64 000 personnes ont été tuées à Gaza et 160 000 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza administré par le Hamas. 49 otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas. Troisième actu, en France, les syndicats ont proposé une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre, après une réunion ce mercredi avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. On en parlait la semaine dernière suite à la journée de grève du 18 septembre. Les syndicats avaient promis une nouvelle journée de mobilisation avec des grèves et manifestations si le Premier ministre, je cite, ne répondait pas à leurs revendications d'ici au 24 septembre. Ils réclament plusieurs mesures et notamment l'abandon de l'ensemble du projet de budget 2026. Les syndicats ont donc été reçus ce mercredi à Matignon par Sébastien Lecornu. À leur sortie, ils ont estimé, je cite, que le Premier ministre n'a apporté aucune réponse claire aux attentes des travailleurs et des travailleuses, parlant d'une occasion manquée. On suivra ça. Quatrième actu, le militant écologiste Paul Watson a affirmé que sa demande d'asile politique en France a été refusée. Paul Watson, c'est un militant de nationalité canadienne et américaine qui est connu pour sa lutte contre la chasse à la baleine. Il avait été arrêté il y a plus d'un an au Groenland, un territoire autonome danois, en vertu du mandat d'arrêt international contre lui émis par le Japon. Dans ce mandat, le Japon accuse Paul Watson d'être responsable de dommages et blessures à bord d'un navire baleinier japonais en 2010, mais le gouvernement danois avait finalement refusé de l'extrader vers le Japon pour qu'il y soit jugé et l'avait libéré en décembre. Et en février, Paul Watson a finalement déposé une demande d'asile en France alors qu'il est toujours poursuivi au Japon. Mais comme il l'a annoncé aux Parisiens, celle-ci a été refusée car l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a estimé que les craintes de Paul Watson d'être arrêté en cas de retour au Canada ou aux États-Unis n'étaient pas justifiées. Paul Watson s'est dit déçu par la décision mais dit garder espoir de trouver une solution. A noter qu'en juin dernier, Emmanuel Macron avait laissé entendre qu'il ferait un geste pour mettre Paul Watson et sa famille en sécurité en France. Cinquième actu, Ziad Takieddine, un homme d'affaires franco-libanais de 75 ans qui avait fui la justice française en se rendant au Liban, est mort ce mardi des suites d'une longue maladie. En 2020, Ziad Takieddine a été condamné à 5 ans de prison pour corruption et blanchiment de fraude fiscale liée à l'affaire Karachi. Il était soupçonné d'avoir fait l'intermédiaire dans le versement de pots de vin à des personnalités politiques françaises concernant des contrats d'armement français avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Il avait alors fui au Liban, pays qui n'extrade pas ses ressortissants. Ziad Takieddine était également au centre de l'affaire des financements libyens de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Il était soupçonné d'avoir transporté plusieurs millions d'euros entre le régime du président libyen Kadhafi et les fonds de campagne de Nicolas Sarkozy. Il avait d'abord reconnu les faits avant d'ensuite revenir sur sa version. Si vous voulez en savoir plus en détail sur cette affaire, je vous invite à aller voir notre interview de Fabrice Arfi, le journaliste de Mediapart qui a révélé l'affaire des financements libyens. Elle est disponible sur notre chaîne grand format. Et on termine avec cette actu. La France compte moins de personnes pauvres mais un peu plus de personnes modestes que la moyenne européenne. C'est ce qu'on peut lire dans une étude de la DREES, le service statistique du ministère de la Santé, publié ce mercredi. Concrètement, d'après l'étude, 14% des Français sont considérés
considérés comme pauvres, contre 17% en moyenne dans l'Union européenne, et 13% sont considérés modestes, contre 12% dans l'Union européenne. Les pays de l'UE les plus touchés par la pauvreté sont la Roumanie et la Lettonie, alors que la République tchèque a le taux le plus bas de l'UE. En France, comme dans le reste de l'Union européenne, les personnes les plus à risque d'être pauvres ou modestes sont les familles monoparentales, les familles nombreuses, les chômeurs, les immigrés et les personnes seules. En France, les retraités sont d'ailleurs moins touchés par la pauvreté que dans le reste de l'UE. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous d'avoir regardé ce format. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.